En l'an 138, près de Bagdad, l'archéologue Wilhelm König a découvert quelque chose de spectaculaire. Un artefact vieux de 2000 ans, étonnamment semblable à une batterie. Le vase en argile contenait une tige de fer et un cylindre de cuivre, tandis que toute la construction était scellée avec de l'asphalte. Si nous avions une solution acide là-dedans, nous obtiendrions un récipient pour l'électrolyse. Cependant, les archéologues ont décidé qu'il n'y avait aucun moyen pour que les gens puissent fabriquer une batterie il y a 20 siècles. Alors, les chercheurs ont conclu que leur découverte était un flacon de fermentation. Accompagnez-nous pour découvrir pourquoi. Bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'ingénieur américain Willard Gray ait rempli une réplique d'un flacon avec du jus de raisin et produit entre 1 et 2 volts d'électricité. Actuellement, la théorie généralement acceptée considère ce fait comme un pur accident. Mais que se passe-t-il si la batterie de Bagdad est un produit résiduel de la sagesse ancienne? Ces tablettes d'émeraude de Thoth, le dieu égyptien, sont parmi les artefacts les plus controversés. Les scientifiques nient leur existence, mais de nombreux érudits de l'Antiquité sont convaincus que ces objets contiennent des secrets cryptés d'immortalité, de transformation de la matière, et d'autres technologies liées à la magie. Alors plongeons dans l'histoire des mystérieuses tablettes, et rapprochons-nous au moins un peu plus de la vérité qui nous est probablement cachée. Se pourrait-il qu'à cause des sceptiques, nous ayons perdu une clé ancienne pour déverrouiller les secrets du monde? De nos jours, nous n'avons qu'une idée approximative de l'apparence des tablettes d'émeraude. Selon la légende, leur auteur était Thoth, l'ancien dieu égyptien de la sagesse. Cette civilisation lui doit le développement des sciences les plus essentielles, la médecine, l'astronomie et l'agriculture. De plus, on attribue à Thoth l'invention du caducée, le symbole de la profession médicale. L'influence de cette ancienne divinité fut si grande que son image trouva rapidement sa place dans des cultures étrangères. Les Grecs commencèrent à adorer Thoth sous le nom d'Hermès. À première vue, cela semble n'être qu'un conte populaire de l'Égypte ancienne. Mais que se passerait-il si, comme c'était souvent le cas, Hermès Thoth avait un prototype dans la vie réelle? Il existe la croyance que, avant de partir vers l'autre monde, ce sage grava toutes ses connaissances sur 42 plaques d'émeraude pure et y codifia vraisemblablement les grands secrets de l'univers. Peut-être que Douglas Adams, qui a écrit la célèbre série de livres « Le guide du voyageur galactique », avait une raison de considérer le nombre 42 comme la réponse à la question fondamentale sur la vie, l'univers et tout. Le prototype de Thoth a fait plusieurs copies des tablettes et les a cachées dans un endroit sûr, promettant que seuls quelques humains spéciaux pourraient en faire usage. Si tel est le cas, il a tenu sa promesse parce que, à en juger par les preuves conservées, le texte chiffré se composait de nombreux symboles qui n'appartiennent à aucune des langues actuellement connues. Bien que cela ne signifie pas que personne n'ait réussi à traduire ces inscriptions. Le pharaon Akhenaton, souverain de la 18e dynastie, est passé à l'histoire comme un grand réformateur de la religion et de la culture. Il a suggéré d'adorer un seul dieu au lieu de plusieurs, et a considérablement amélioré la situation des femmes dans la société égyptienne. Entre autres choses, il a annulé la punition pour les couples qui vivaient ensemble sans être mariés. Même aujourd'hui, tous les pays n'offrent pas autant de liberté à leurs citoyens. Le plus intéressant est que, selon Akhenaton lui-même, ces actions ont été inspirées par certaines plaques vertes trouvées dans l'un des complexes de bâtiments entourant la pyramide de Gizeh. Cela signifie-t-il que ces tablettes d'émeraude de Thoth n'étaient-elles pas fictives? Toute l'histoire devient encore plus intrigante une fois que l'on apprend que, durant la vie d'Akhenaton, ces sujets ont commencé à l'appeler le deuxième Hermès, ou la réincarnation de la divinité, qui aurait créé les tablettes. 1000 ans plus tard, le mystère a ressurgi de manière inattendue. En l'an 16, avant Jésus-Christ, en Anatolie, une région de l'Empire ottoman qui est maintenant le territoire de la Turquie, un enfant nommé Balanus est né. Dès son plus jeune âge, il a montré un désir sincère de maîtriser différentes sciences. Les parents de Balanus étaient de simples agriculteurs et ne pouvaient pas satisfaire sa soif constante de connaissances. C'est pourquoi, à l'âge de 14 ans, l'enfant est parti étudier avec un sage à Tars, une ville de la côte méditerranéenne. Et c'est là que Balanus a vécu l'événement le plus significatif de sa vie. Dans l'une des grottes du littoral, l'enfant a soudainement trouvé 42 tablettes d'émeraude reliées par des anneaux d'or. Il n'avait aucune idée de ce que pouvaient signifier les symboles inscrits, mais lorsque Belinus les regarda, son esprit commença à s'emballer de manière incontrôlable, créant des visions de connaissances anciennes, comme s'il se souvenait de quelque chose de très important qu'il avait toujours su, mais qu'il avait complètement oublié.
À un certain moment, l'enfant a consacré le reste de sa vie à étudier les tablettes et a juré de ne jamais blesser les êtres vivants, de toujours dire la vérité. Et même malgré ses vertus, Balano ne plaisait pas à tout le monde. Apparemment, l'empereur romain Domitien était tellement agacé par l'existence même du sage pacifique et inoffensif qu'il ne trouva rien de mieux à faire que d'accuser Balano de trahison. Et puis, si l'on en croit les chroniques, quelque chose d'extraordinaire s'est produit le jour de l'audience. Lorsque Balin s'entra dans la salle du tribunal, il tomba dans une méditation si profonde que tous les autres présents la ressentirent également. Les témoins ont affirmé qu'il semblait qu'une force irrésistible de vérité honnête émanait du sage. Cette force fit disparaître les accusations décrites sur le parchemin, et l'empereur Démisien, qui semblait en état de transe, déclara « Balin innocent. Les tablettes d'émeraude pourraient-elles vraiment doter quelqu'un de capacités aussi incroyables ?» Curieusement, après que Balano ait terminé ses études, il reçut également un nom différent, Hermès Trismégiste, traduit par troisième incarnation divine. Je me demande maintenant s'il y a eu des successeurs. Je fais référence à des personnes d'époques ultérieures qui ont réussi à comprendre la sagesse contenue dans les tablettes. Peut-être que certaines personnes qui les possédaient ont même atteint l'immortalité. Une légende dit qu'une des tablettes d'émeraude a fini entre les mains d'une personne assez remarquable, Alexandre le Grand. En tant que roi d'un petit royaume grec, il a réussi à conquérir l'ensemble de la Grèce, l'Égypte, la Perse et une partie de l'Inde. À 30 ans, il était déjà le souverain de la moitié du monde. Beaucoup de gens étaient convaincus que les anciennes tablettes étaient la raison exacte de son succès extraordinaire. Cependant, le leader lui-même a dit un jour à son conseiller proche qu'il n'avait compris aucun des symboles inscrits sur les étranges artefacts. Néanmoins, il a passé de nombreuses années à essayer de déchiffrer des écrits mystérieux, et a même demandé l'aide d'une armée entière de scientifiques. Peut-être devrions-nous remercier les tablettes pour l'existence de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Finalement, Alexandre est mort subitement lors d'une de ses campagnes, et n'a jamais terminé sa quête de réponse aux secrets anciens. Et pourtant, il est devenu immortel. Étant donné que nous avons continué à parler de lui pendant des siècles, nous devrions également être reconnaissants au roi grec d'avoir fait en sorte que des copies du texte intrigant parviennent à différents pays du Moyen-Orient des centaines d'années plus tard. Pendant les croisades, les chevaliers européens les ont ramenés chez eux presque par hasard. En conséquence, le chercheur anglais Robert de Chester a tenté de traduire l'ancien document en latin en 1144. Beaucoup croient que cette date n'était pas aléatoire car elle a une signification numérologique. Si nous soustrayons de ce nombre médiéval sacré, 1102, nous obtiendrons 42. La validité de tels arguments est très discutable, mais il est impossible de nier combien les tablettes ont contribué au développement culturel du Moyen-Âge. Après tout, elles ont stimulé l'émergence de l'alchimie qui a occupé les esprits européens les plus progressistes pendant plusieurs siècles. En interprétant des fragments du texte ancien, les penseurs ont conclu que toutes les choses sur Terre provenaient de la matière première ou matières premières, même avant leur naissance. Supposément, le monde contenait tous les éléments, feu, eau, air et terre, les principaux composants de la vie sur notre planète. Si nous les combinons dans la séquence correcte fournie, nous pouvons retrouver la matière première, la source de la force infinie, et par conséquent, de l'immortalité. Cela peut sembler simplement une superstition médiévale, mais certains détails sont étonnamment similaires aux idées actuelles sur la formation de notre univers. Tout cosmologiste moderne vous dira que lors du Big Bang, 4 forces fondamentales, la gravité, l'électromagnétisme et les interactions fortes et faibles, se sont fusionnées en l'énergie primordiale unifiée. Il pourrait y avoir eu quelqu'un des milliers d'années avant nous, qui savait déjà que, même si les alchimistes avaient des difficultés avec la traduction, ils n'ont pas beaucoup contribué au développement des fondements de la physique moderne. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la création de la pierre philosophale, un objet physique avec le pouvoir de la matière première, qui pouvait transformer n'importe quoi en or et te rendre immortel. Beaucoup d'alchimistes affirment y être parvenus. Cependant, lorsque les nobles ont commencé à acheter ces élixirs de jeunesse à un prix attractif, ils avaient souvent l'effet inverse. Les potions magiques provoquaient une intoxication grave. Mais peut-être y a-t-il eu quelqu'un qui a cessé de vieillir grâce aux tablettes anciennes. C'est Nicolas Flamel, un vendeur de manuscrits et philanthrope français, qui a vécu au XIVe siècle. En classant de vieux livres, il a un jour trouvé un volume suspect entièrement rempli de symboles étranges. Au début, Flamel pensait que c'était un cahier d'un médecin avec une écriture horrible. Mais en l'étudiant de plus près,
l'homme s'est rendu compte qu'il pourrait probablement être en train de voir des étapes codées de ce qu'on appelle la grande œuvre, le processus de création de la pierre philosophale. Nicolas et sa femme, Perenelle, ont commencé à expérimenter la transmutation des métaux. En suivant les instructions données dans le livre, ils ont vraisemblablement fait des progrès initiaux et ont transformé le plomb ordinaire en or pur. Ou bien, Nicolas Flamel a trouvé une manière créative de surprendre sa femme avec un cadeau d'anniversaire. Dans tous les cas, il n'a pas eu le temps d'annoncer publiquement sa découverte, car c'est alors que Charles V, le roi de France, également connu sous le nom de Charles le Sage, a ordonné la destruction de tous les laboratoires alchimiques, car il considérait l'alchimie comme une hérésie. Les Flamel ont dû passer inaperçus, et personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Il serait naturel de supposer qu'ils étaient des charlatans, mais le couple n'a jamais essayé de s'enrichir en promouvant les merveilles de l'alchimie. Au lieu de cela, ils ont soigneusement gardé le savoir pour eux-mêmes, et en ont très probablement bénéficié secrètement. Paul Lucas, un voyageur du XVIIIe siècle, a dit qu'il avait vu Nicolas et Perenelle Flamel pleinement vivants dans l'un des déserts arabes, et ce n'était pas la seule preuve que le couple n'était pas mort. 4 siècles après leur disparition, l'historien français Amon Alexis Monté, qui a vécu à peu près à la même époque, mentionne dans l'une de ses œuvres que Nicolas Flamel n'a pas seulement atteint l'immortalité, mais qu'il a continué ses expériences dans une chambre souterraine secrète. Au début du XXe siècle, le voyageur syrien Averroès Secundis a écrit un livre intitulé Terra Incognita Perpetua, où il mentionne que dans la région du plateau de Sierra Morena, en Espagne, il est tombé sur un complexe labyrinthe souterrain où il a rencontré en personne Nicolas Flamel. L'alchimiste immortel lui a dit qu'il travaillait sur une technologie curieuse. Il voulait rendre l'entrée de son royaume souterrain absolument invisible, afin d'éviter d'autres invités inattendus et de préserver le secret de la vie éternelle. Mais même si ces histoires ne sont pas des mensonges, pourquoi n'y a-t-il eu qu'une seule personne dans l'histoire capable de résoudre le mystère des tablettes vertes? Peut-être devrions-nous prêter une attention particulière à leur origine, pour découvrir la raison. C'est ici que l'intrigue se complique, et que le chemin mène à un endroit absolument fantastique. Ces artefacts pourraient-ils provenir d'un autre monde qui n'existe plus? L'Atlantide. Les Égyptiens croyaient que Thoth, l'auteur du texte étrange, se distinguait du reste du Panthéon, parce que le dieu s'était probablement installé dans ces terres après que son peuple ait péri, dans une inondation épique. Cela vous dit quelque chose? Un mythe quotidien peut être trouvé en pratique dans n'importe quelle culture. Il est présent non seulement dans les Bibles, mais aussi dans les légendes des Amérindiens, et même dans la culture des aborigènes australiens. On peut probablement attribuer ce désastre exact à la mort des ancêtres de la divinité égyptienne. Mais une civilisation aussi avancée a-t-elle pu exister, qui, des dizaines de milliers d'années avant l'apparition des sciences modernes sur Terre, aurait déjà trouvé un moyen secret d'obtenir la vie éternelle? Ceci est le soi-disant mécanisme d'Anticythère. Il a été découvert en 1901 par des plongeurs au large de l'île grecque d'Anticythère. Initialement, les scientifiques l'ont pris pour de la ferraille ordinaire, donc personne ne s'y est intéressé pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'un demi-siècle plus tard que les experts ont examiné pour la première fois le mécanisme d'Anticythère à l'aide de rayons X et ont tenté de recréer les pièces manquantes. Ils sont arrivés à une conclusion surprenante. L'appareil fonctionnait comme un ordinateur analogique. Il s'est avéré capable de montrer avec précision le mouvement simultané de la Lune, du Soleil, de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter et de Saturne, et de permettre à l'utilisateur de connaître les dates de 42 événements astronomiques différents. 42? Ni plus ni moins. Suis-je le seul à trouver cette coïncidence amusante? Quoi qu'il en soit, la première invention similaire connue dans l'histoire a été créée par un Européen nommé George Graham, et seulement en 1710. Pendant ce temps, les études ont montré que le mécanisme d'Anticythère a plus de 2000 ans. Maintenant, on pense qu'il est un produit de la Grèce antique, mais en comparaison avec d'autres inventions technologiques de l'âge du bronze, je ne peux m'empêcher de me demander, est-ce vraiment ces personnes qui ont fait cela? Edgar Cayce, un chercheur paranormal américain, pensait que les Grecs s'étaient inspirés de devinez quoi? Les archives de l'Atlantide. Je dois vous avertir que l'on fait généralement confiance à ce type, même moins qu'aux pseudo-scientifiques, et il a la réputation d'être un excentrique. Mais écoutez-le simplement. Cayce a dit que des milliers d'années avant que nous n'inventions les technologies modernes, les Atlantes pouvaient déjà générer de l'électricité en grande quantité. De plus, ils étaient beaucoup plus intelligents spirituellement que les gens contemporains.
ce qui leur a permis de développer la télépathie et la télékinésie, et d'utiliser la projection astrale. Kaisei pensait qu'il n'avait même pas de langage verbal, et communiquait à travers un esprit collectif. De plus, il croyait en la réincarnation, et lors d'une de ses conférences, il a affirmé qu'il avait été un Atlante, il y a très longtemps. C'est pourquoi il en savait tant sur leur civilisation. Absolument absurde, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est si choquant que Kaisei ait eu partiellement raison. En 1938, 7 ans avant sa mort, l'homme a annoncé que dans environ 3 décennies, les gens découvriraient des preuves importantes que l'Atlantide était réelle. En 1968, près des Bahamas, des plongeurs ont découvert un chemin de 700 mètres composé de blocs de calcaire soigneusement disposés. Ce miracle est maintenant appelé Bimini Road, et les scientifiques ont encore des opinions divergentes sur la façon dont cette structure est apparue là-bas. Nous pouvons supposer qu'il s'agit d'une formation naturelle, mais pourquoi n'avons-nous jamais trouvé quelque chose de similaire dans d'autres parties de la planète? Le chemin de Bimini pourrait-il être une ancienne route menant à la mystérieuse Atlantide? De plus, lors d'une autre conférence, Edward Kaisei a mentionné que les Atlantes connaissaient la mécanique quantique et maîtrisèrent la technologie pour créer des cristaux laser et des puces mémoire. De nos jours, l'utilisation généralisée des cristaux dans divers domaines est devenue une routine. Mais Kaisei avait parlé des lasers et des ordinateurs modernes, bien avant que les ingénieurs ne les créent. Quoi qu'il en soit, je ne peux toujours pas croire qu'il était la réincarnation d'un Atlante. Peut-être était-ce sa façon d'essayer de dire qu'il avait réussi à accéder à des informations qui nous sont soigneusement cachées, et que les tablettes ne sont qu'une petite pièce d'un puzzle plus grand. Qui sait? Peut-être que n'importe qui aurait pu déchiffrer les secrets de l'univers il y a longtemps, si on nous avait permis d'examiner de plus près l'origine du conflit. Edgar Kaisei a affirmé qu'il y avait un immense temple de Poséidon au milieu de l'Atlantide. Il était entièrement recouvert d'argent et partiellement d'or, et abritait le soi-disant œil résonnant, la principale source d'énergie des Atlantes. Tous les 5 ans, les dirigeants de différentes régions de l'Atlantide devaient se présenter au temple de Poséidon pour renouveler leur serment envers le peuple. Kaisei pensait que l'œil résonnant guidait les dirigeants sur le bon chemin avec l'aide de l'énergie et des vibrations. Ce qui est plus intéressant, après ce rituel, ils étaient censés écrire sur des plaques spéciales les pensées sages qui leur venaient à l'esprit pendant le processus. De plus, ils le faisaient en utilisant des symboles sacrés qui transmettaient des connaissances cruciales, non pas littéralement, mais au niveau des images. Si tu te souviens, c'est exactement ainsi que Balanus, le sage qui a trouvé les tablettes d'émeraude au XVIe siècle avant Jésus-Christ, a expliqué son expérience en étudiant le texte ancien. Cela signifie-t-il que toute la sagesse des Atlantes super avancée est concentrée dans les célèbres artefacts? Mais si cette civilisation avait une capacité intellectuelle si illimitée, où aurait-elle pu aller? Les études modernes indiquent que la Terre a survécu à la période dite cataclysmique, il y a entre 13 et 11 000 ans. Selon certaines théories, c'est à ce moment qu'un événement important s'est produit, qui serait plus tard appelé le Grand Déluge. Bien sûr, ce n'était pas une catastrophe mondiale, mais cela aurait très probablement pu faire sombrer l'Atlantide, le centre du monde de cette époque, dans l'océan. Les quelques survivants se sont installés dans différentes parties de la Terre, mais la plupart ont fini dans les terres de l'Égypte moderne. Cela pourrait expliquer le développement remarquable des sciences atteint par cette ancienne société. C'est simple, les Atlantes, comme ceux-là, ont commencé à partager leurs connaissances avec les habitants. Peut-être que les réfugiés de la cité perdue ont également construit les premières pyramides égyptiennes. Après tout, nous luttons encore pour résoudre le mystère de leur création. Et tandis qu'une partie des Atlantes réformait la société égyptienne, d'autres survivants ont très bien pu trouver un nouveau foyer sur les côtes de l'Amérique latine. N'est-ce pas pour cela que, lorsqu'on voyage au Mexique et au Pérou, il est fréquent de rencontrer des pyramides à degrés qui ressemblent étrangement à celles d'Égypte? Les anciens Aztèques avaient une légende sur Quetzalcoatl, un dieu qui venait de l'autre côté de la mer dans un bateau sans rame et enseignait aux gens des arts qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Les anciens Mexicains ont même immortalisé cet événement dans la pierre, représentant une personne offrant la connaissance divine. Quetzalcoatl serait-il un Atlante survivant, tout comme Thoth, qui est également arrivé en Égypte par la mer et a fabriqué, ou plutôt reproduit, les tablettes d'émeraude? Permettez-moi de vous raconter une hypothèse sur l'emplacement de l'Atlantide qui réunit toutes ces suppositions. Ce phénomène curieux est appelé l'œil du Sahara. Il a été découvert par des astronautes dans le désert, en 1965. C'est une structure presque symétrique, composée de nombreux cercles concentriques de roches sédimentaires exposées.
et elle est vraiment visible depuis l'espace. Au début, les scientifiques pensaient qu'elle s'était formée à partir de l'impact d'une météorite. Mais plus tard, ils ont dû abandonner cette théorie, car les échantillons de sol ne contenaient aucune trace de matériaux étrangers. Si c'est le cas, comment une coupole géologique si parfaitement ronde est-elle apparue à la surface de la Terre? Les chercheurs ont examiné la surface de sa roche et ont trouvé des couches de sel marin. Une analyse plus détaillée a montré qu'il y a environ 12 000 ans, cette partie du continent était submergée par la mer. Au cours des millénaires suivants, il a de nouveau grandi et est ensuite devenu connu sous le nom de l'actuel désert du Sahara. Apparemment, cette zone pourrait être l'endroit exact où a eu lieu le légendaire Grand Déluge. Peut-être que l'Atlantide était également située là, ne penses-tu pas? Selon Kais, le temple de Poséidon était une salle circulaire colossale avec une sorte d'amphithéâtre à l'intérieur. De plus, la structure était entourée de 3 fossés, chacun plus large que l'autre. Cette description est extrêmement similaire à l'apparence de l'œil du Sahara. Le résonateur pourrait-il être situé juste en son centre? De là pourrait provenir la sagesse atlante capturée plus tard dans les plaques d'émeraude. En 1967, la CIA a mené une mission secrète. Au cours de celle-ci, des avions ont été envoyés dans des dizaines de différentes parties du monde pour rechercher des anomalies géomagnétiques. L'une des expéditions s'est dirigée directement vers l'œil du Sahara. Il y a quelques années, les résultats de la mission ont finalement été révélés. Tous, sauf ceux liés aux découvertes faites dans le désert africain. Je ne plaisante pas. La CIA refuse toujours de révéler cette information. Mais pourquoi devrait-il soudainement le cacher au grand public? Probablement, pour la même raison, les autorités ont interdit toute excavation sous le grand sphinx de Gizeh. Permettez-moi de vous rappeler qu'Akhenaton a trouvé sa copie des tablettes d'émeraude dans ce même complexe. Imaginez combien de dégâts pourrait causer la connaissance secrète puissante si elle tombait entre les mains de quelqu'un de beaucoup moins humble que les sages, les services spéciaux et les élites, par exemple. Mais que se passerait-il si les plus grands trésors de l'univers étaient à notre disposition depuis longtemps? Et le principal problème ici est que nous ne comprenons pas leur véritable signification. Le psychologue Carl Jung croyait que tous les textes anciens avaient été créés pour transmettre une seule idée. Ce que les alchimistes ont confondu avec une description de processus physiques était une métaphore du développement spirituel. En d'autres termes, la pierre philosophale n'est pas une substance matérielle avec des propriétés magiques, mais notre imagination et notre quête de la vérité. Ces choses peuvent transformer le plomb de l'égoïsme humain en l'or de la bonté désintéressée. Par conséquent, les plaques d'émeraude ne sont pas des gemmes d'une valeur inestimable et ne sont nécessaires que pour montrer aux gens leurs forces intérieures et les amener à avoir confiance en elles. C'est peut-être pour cela que nos ancêtres ont créé une aura de mystère autour de la tablette, pour stimuler notre esprit et acquérir la sagesse à la dure. Car sinon, nous ne l'apprécierions pas pleinement. Qu'en dites-vous? Merci d'avoir regardé la vidéo, de l'aimer et de commenter. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu de ce type. À la prochaine, les amis.